Chérubin a le plaisir de te présenter Les œufs de Pâques, un conte d'autrefois plein de lumière et d'espérance, adapté de l'œuvre du père Christoph von Schmidt. Chapitre 1. Bon Dieu, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'une poule? Il était une fois, vivaient dans une petite vallée un peu perdue entre des forêts et des rochers, quelques familles de charbonniers. Ici, tout était simple. De petites maisons en bois, un champ de blé qu'on cultivait tous ensemble, des cerisiers, des pruniers, une seule vache qu'on se partageait et chacun avait sa chèvre attachée à son piquet. On n'était pas riches, non. Mais on ne se plaignait pas. Du pain, du lait, du fromage et des confitures. Et surtout, on vivait ensemble, sans jamais laisser quelqu'un dans le besoin. C'était l'essentiel, et c'était déjà beaucoup. Et puis, il y avait du travail. Ah, ils en avaient du travail à faire, nos charbonniers. Les jours se ressemblaient. Lever tôt, faire sa prière, sa toilette, prendre son petit déjeuner, s'occuper des bêtes, enfin, de la vache, chacun son tour, mais chacun de sa biquette. Et puis, venait le plus rude. Couper du bois, chauffer les fours, faire brûler le bois dans les fours pour en faire du charbon, mettre le charbon en sac. Il fallait évidemment attendre que le charbon refroidisse avant de le mettre dans des sacs. Sinon, on se brûlait et on brûlait le sac. Aïe, je me suis brûlée. Bah oui, la dame t'a dit d'attendre, faut écouter. Et ensuite, il fallait porter les sacs jusqu'à la forge voisine. Et voilà, maître forgeron, un nouveau sac de charbon. Ah, merci. Je n'en avais presque plus. Vous savez, il est bien bon, votre charbon. Parce que vous le mangez. Moi, non. Mais le feu, lui, le dévore. Il se régale. C'était bien une blague de forgeron. Les enfants grandissaient en courant pieds nus dans les prés. Les vieillards restaient sur le pas des portes à surveiller le temps qui passe. Et le temps passait bien, à tel point qu'on ne le voyait pas passer. Et certains vieillards dépassaient même les 100 ans, racontait-on. Oui, c'est vrai. J'ai 101 ans. Un jour où il faisait très chaud et où le blé commençait à dorer au soleil, Marthe, la fille d'un charbonnier, dévala à toute allure la pente qui menait au village. Elle accourut chez ses parents et s'écria, les joues rouges et le souffle court. « Papa, maman, il est arrivé dans la vallée des gens très étranges qui parlent d'une façon très bizarre. » Le père, assis sur un banc, haussa un sourcil. La mère, occupée à étendre le linge, stoppa net son geste. « Des étrangers ?» répéta le père. « Oui, une jolie dame avec 2 enfants et un vieux monsieur. On dirait leurs serviteurs. Ils ont l'air d'être épuisés et affamés. Je les ai rencontrés en courant après notre chèvre qui s'était débinée. Apportons-leur quelque chose à boire et à manger. » Un silence. « Étrange !» dit le père en se grattant le menton. Puis, la mère se leva, détacha son tablier et attrapa une miche de pain, du lait et du fromage. Le père prit son bâton, la mère son panier à provisions, et sans plus de mots, ils suivirent leur fille sur le sentier rocailleux. Au pied d'un grand rocher, couvert de buissons, où il faisait très frais, les étrangers s'étaient installés. Une dame était assise sur un morceau de rocher recouvert de mousse. Un voile fin couvrait son visage. Une petite fille, belle comme le jour, était couchée sur ses genoux. Un vieux serviteur déchargeait un mulet qui les avait accompagnés pendant leur voyage, et un deuxième enfant, un adorable petit garçon, donnait des chardons au mulet qui les mangeait avec appétit. Le charbonnier et sa femme s'approchèrent respectueusement de la dame étrangère. Rien qu'à voir sa façon noble de se tenir, ses manières distinguées et surtout sa longue robe blanche, ils comprirent qu'elle venait d'une famille importante. La jolie dame leva les yeux vers eux, et dans son regard, ils lurent autre chose que la fatigue, quelque chose de plus profond. L'exil. La femme du charbonnier s'arrêta un instant, détaillant la jolie dame de la tête aux pieds. « Regarde un peu !» souffla-t-elle à son mari en lui donnant un coup de coude. « Regarde sa belle collerette, comme elle est finement pliée. Et ses dentelles si délicates qu'on dirait un nuage posé sur ses mains. Mais surtout, regarde ses chaussures !» Le charbonnier soupira. « Elles sont blanches comme les fleurs de nos cerisiers.
et décoré de petits motifs en argent, reprit-elle, émerveillée. Toujours à t'extasier sur des habits, grogna son mari. Ces jolies chaussures, aussi belles soient-elles, n'ont pas empêché cette dame de se blesser sur les chemins caillouteux. Il montra du menton les pieds fins de l'étrangère, rougie par la marche. Tu sais, l'habit ne fait pas tout. Mais la femme du charbonnier, elle, ne se lassait pas d'admirer la dame. Il faut dire que, dans la vallée, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi élégant. Cela dit, il n'était pas là pour parler chiffon. Sans attendre, la mère posa son panier à provisions à côté de la dame et on sortit du pain, du lait et un bon morceau de fromage. « Prenez, dit-elle doucement. Vous devez avoir faim. » La dame leva les yeux vers eux et d'un geste gracieux, souleva légèrement son voile. « Oh, comme elle est belle !» Son visage, même fatigué, était d'une douceur infinie. Un regard tendre, des traits fins, une expression paisible, malgré la fatigue et l'épreuve. « Que Dieu vous bénisse !» murmura-t-elle en prenant le bol de lait. Mais au lieu d'y tremper ses lèvres, elle le tendit aussitôt à la petite fille assise sur ses genoux. L'enfant agrippa le bol de ses petites mains et but goulûment. Les yeux de la dame s'embuèrent d'un voile trouble. Des larmes perlèrent sur ses joues. Le petit garçon, jusqu'ici occupé à nourrir le mulet, s'approcha timidement, sans un mot. Sa mère lui tendit le bol et il but à son tour. Ensuite, elle prit le pain, le rompit et leur donna avant même de songer à en manger elle-même. Quant au vieux serviteur, il s'empara du fromage, le renifla avec satisfaction et mordit dedans à belles dents. Autour d'eux, les habitants de la vallée s'étaient rassemblés, curieux d'observer cette scène touchante. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des regards. On n'avait jamais vu d'étrangers ici, encore moins d'un tel rang. Après un instant, le vieil homme posa son morceau de fromage et s'adressa aux villageois. « Mes amis, nous cherchons un abri pour notre maîtresse et ses enfants. Un simple toit, un lit, quelque chose de modeste fera l'affaire. Bien sûr, elle saura vous en remercier. » La dame leva doucement les yeux vers eux. « Je vous en prie, » dit-elle d'une voix douce. « Ayez pitié d'une mère malheureuse et de ses enfants. Le destin nous a chassés de notre pays. » Alors, les habitants discutèrent, échangèrent des idées, regardèrent les collines, les cabanes, les chemins, et ils cherchèrent comment aider cette étrangère bien malheureuse. Puis, parmi la foule, un homme s'avança. C'était le meunier, un homme robuste, les mains encore pleines de farine. « Je crois que j'ai ce qu'il vous faut, » dit-il. Il montra du doigt une petite maison en bois, nichée entre les cerisiers non loin de son joli moulin. « Voyez-vous cette maison là-bas ?»« Oh oui, elle est charmante, » dit la dame, toujours émue. « Eh bien, la Providence vous a amené ici au bon moment. La maisonnette n'est finie que depuis hier. Je l'ai faite construire pour mes vieux jours quand je passerai le moulin à mon fils. Eh bien, on dirait que je l'ai construite pour vous. »« Comment ?» dit la jolie dame, incrédule. « Je vous la donne de bon cœur. Vous pouvez vous y installer avec vos enfants dès maintenant. »« Vous êtes trop bon, » murmura-t-elle, la gorge nouée d'émotion. Le meunier secoua la tête en souriant. « Venez !» dit-il simplement. Et c'est ainsi qu'ils marchèrent ensemble vers la petite maison, la dame portant sa fille, le vieux serviteur tenant le petit garçon par la main et le meunier guidant le mulet par la bride. Le soleil déclinait doucement et dans l'air flottait un parfum de cerisier en fleurs. Une fois à l'intérieur, la dame trouva la maisonnette très jolie. Le meunier avait pensé à tout. Une table solide, quelques chaises, des lits confortables avec de vrais matelas et même des étagères, une armoire et un coffre pour y ranger des affaires. Dans leur fuite, la dame avait réussi à faire sauver par son vieux domestique de beaux tapis aux couleurs profondes et des couvertures épaisses brodées de motifs délicats. Avec 3 gestes, tout compte fait peut-être un peu plus, elle transforma la cabane en un petit cocon douillet. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle se blottit dans un vrai lit, bien au chaud avec ses enfants tout près d'elle. Avant de s'endormir, elle leva les yeux au plafond et murmura « Merci mon Dieu pour ce toit.
Après tant de peine, tant de frayeur, vous m'offrez un refuge. » Puis, elle soupira doucement et ajouta, comme pour elle-même, qui aurait cru ? Moi qui ai grandi dans des palais, me voilà comblée dans une simple cabane. Comme il est important que les puissants respectent les plus humbles. S'ils ne le font pas par bonté, qu'ils le fassent au moins par prudence. Car nul ne sait ce que l'avenir lui réserve. Le lendemain matin, le soleil perçait doucement à travers les volets. Les oiseaux chantaient déjà. La dame sortit avec ses enfants. Elle n'avait rien vu la veille, tant elle était fatiguée. Et là, elle s'arrêta net. C'était magnifique. Les petites cabanes des charbonniers semblaient posées dans la vallée comme des galets qu'on aurait jetés au hasard. Mais chaque chose était à sa place. Un ruisseau traversait le tout, limpide, bondissant entre les pierres comme un enfant qui joue. Sur les rochers couverts de mousse et de buissons, les chèvres broutaient tranquillement. Le soleil, lui, arrivait lentement. Il dorait les toits, chatouillait les feuillages, réveillait le monde. C'était un tableau si beau qu'aucun peintre n'aurait osé y ajouter un seul coup de pinceau. Le vieux meunier, lui, avait déjà les mains dans la farine. Dès qu'il aperçut la dame, il s'empara d'un baluchon et traversa le ruisseau d'un pas léger, en équilibre sur une planche étroite, les bras écartés comme un funambule. « Alors ?» lança-t-il en souriant. « Vous en connaissez beaucoup, vous? Des vallées aussi jolies que celle-là ?» Il désigna le paysage d'un large geste. « Regardez comme c'est clair ici. Les premières lueurs du jour arrivent directement dans vos fenêtres. Et là-bas, les cabanes dorment encore dans l'ombre, mais ici, on est déjà en plein matin. Même quand le brouillard se promène sur les toits, ici, on voit le ciel. » Les enfants, eux, s'étaient approchés du moulin, fascinés. « Maman, pourquoi ça tourne tout le temps ?» demanda le petit garçon. « C'est magique ?» ajouta sa sœur. Le bruit de la roue, le martèlement régulier du mécanisme, le clapotis de l'eau. Tout cela formait une musique étrange, nouvelle pour eux. La petite fille s'arrêta devant la roue, émerveillée. Elle regardait les gouttelettes jaillir, sauter dans les airs, briller un instant comme des perles avant de retomber dans l'eau. « On dirait des bijoux !» dit-elle. Le meunier qui avait entendu s'approcha en souriant. « Mes enfants, ce que vous voyez là, c'est la force du courant. C'est lui qui fait tourner la grande roue, et la roue, c'est elle qui fait marcher le moulin pour moudre le grain. » Il se pencha légèrement vers eux. Sans elle, pas de farine, et sans farine, pas de pain. Les yeux des deux enfants s'écarquillèrent. « Et sans pain, pas de tartine !» s'exclama le garçon. Le meunier éclata de rire. Exactement. Allez, venez donc tous prendre un bon petit déjeuner. Je vous ai ramené de quoi manger, vous devez avoir bien faim. La dame sourit. Ce n'était pas de refus. Une fois rassasiée, la dame se mit au travail. Elle rangeait, elle installait, elle frottait, elle triait ce qu'elle avait pu sauver de son voyage. Et les gens du village venaient l'aider. On lui apportait un peu de tout. Un panier de pommes, une cruche de lait, quelques assiettes, du bois pour la cheminée. On lui donnait ce qu'on pouvait. Et ça faisait chaud au cœur. Marthe, la jeune fille qui avait prévenu ses parents, entra dans la maisonnette. Elle posa un seau d'eau près de l'évier, regarda la dame et dit simplement « Si vous avez besoin d'aide, je suis là !» La dame la remercia d'un regard. Et c'est ainsi que Marthe devint sa servante, mais une servante heureuse. La dame se préparait à faire la cuisine. Elle s'était retroussé les manches et avait déjà noué un linge autour de sa taille. Marthe l'observait, curieuse. « Mais avant tout, dit la dame, il me faut des œufs. Tiens, voilà de l'argent. Va m'en chercher. »« Des œufs ?» s'étonna Marthe en ouvrant de grands yeux. « Et pourquoi faire ?»« Pour les faire cuire, bien sûr, » répondit la dame. « Va vite et reviens sans traîner. » Marthe hésita, puis secoua la tête. « Mais les oiseaux n'en ont plus. Et puis ce serait bien dommage. Il en faudrait des centaines. Des œufs de chardonneret ou de pinson. Enfin, c'est minuscule, vous savez. On ne nourrira jamais 4 personnes avec ça. » La dame resta un instant, interdite. « Des œufs d'oiseaux ? Mais non, voyons.
Je parle d'œufs de poule. Des œufs de quoi ? Demanda Marthe, plus déconcertée que jamais. De poule ? Tu ne sais pas ce qu'est une poule ? Marthe secoua la tête avec innocence. Non, madame, je n'en ai jamais vu. Peut-être êtes-vous, vous aussi, un peu étonné de l'ignorance de Marthe. Mais vous cesserez de l'être quand vous saurez que les poules nous viennent d'Orient. Elles étaient aussi rares dans certaines régions à cette époque que le sont encore les paons dans certains pays aujourd'hui. La dame, qui n'avait pas de viande sous la main, se retrouva bien embêtée pour préparer ses repas. Elle soupirait parfois en regardant le fond de son panier. Qui aurait cru qu'un simple œuf pouvait être un si grand cadeau de Dieu ? Maintenant, je le comprends. Le malheur m'a beaucoup appris. Le besoin et l'adversité ont au moins cela de bon. Ils nous rappellent combien Dieu est généreux. Ils nous apprennent à reconnaître la valeur de ses bienfaits, ce qu'on ne voit même plus quand tout va bien. Elle le disait sans amertume, avec cette sagesse douce qu'on acquiert quand on a beaucoup perdu, mais qu'on garde foi en ce qui reste. Et c'est ainsi que la noble dame vivait très simplement. Elle se privait de bien des choses, mais sans jamais se plaindre. Les gens de la vallée faisaient tout leur possible pour lui rendre la vie plus douce. Le meunier, par exemple, quand il attrapait une belle truite ou quelques grives, les portait aussitôt à sa porte. Mais celui qui se montrait le plus attentionné, c'était le vieux domestique, Cuno. Il connaissait tout, savait tout faire et surtout, il veillait sans relâche sur la maisonnée. Il arrivait que Cuno s'absente pour quelques jours. Il partait discrètement, un petit sac sous le bras. Dedans, quelques bijoux, quelques pierres, des objets précieux que la dame avait pu sauver. Et lorsqu'il revenait, c'était avec du tissu, de l'huile, du savon, du sel, parfois même des épices. Tout ce qu'ils pouvaient dénicher pour rendre leur vie un peu plus douce. Mais les villageois avaient bien remarqué quelque chose. Chaque fois que Cuno revenait, la dame semblait plus triste, plus grave. Il se posait des questions, bien sûr. Qui était-elle ? Pourquoi avait-elle fui ? Que fuyait-elle ? Mais personne n'osait lui poser la question. Alors, certains se tournaient vers Cuno. « Et cette dame, elle s'appelle comment au juste ?» Cuno leur répondait avec des noms si compliqués, si extravagants qu'on aurait dit qu'il les inventait sur place. La princesse d'Esterlancia, du duché de Valvar, première du nom, héritière de la pierre de lune. Bref, des noms à dormir debout. Et comme personne n'arrivait à les retenir, tout le monde comprit que Cuno se moquait gentiment d'eux. Alors, un jour, une vieille dame prit le garçon à part. Elle se pencha vers lui et lui dit doucement « Dis-moi, mon trésor, comment s'appelle ta maman ? Tu peux me le chuchoter à l'oreille ? Je ne le dirai à personne, promis. » Le petit leva les yeux vers elle, tout sérieux. « Elle s'appelle maman. » Et il sourit. On essaya aussi avec la petite sœur, mais elle n'en dit pas plus. Alors, les habitants comprirent qu'il fallait attendre qu'un jour, peut-être, la vérité leur serait révélée. Mais pas tout de suite. Chérubin t'a présenté les œufs de Pâques. Chapitre 1. Bon Dieu, vous ne savez donc pas ce que c'est qu'une poule ? Retrouve la suite dans le chapitre 2. Dieu soit loué, nous aurons des poules. Les œufs de Pâques, une histoire du ciel en 6 épisodes.